3 invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Valérie Gastaldi est avec nous ce soir, stratégiste de Day by Day. Bonsoir Valérie. Bonsoir Grégoire. Régis Béguet à nos côtés également, associé et gérant de fonds chez Zadig Asset Management. Bonsoir Régis. Bonsoir Grégoire. Et Gilles Bazissière complète ce trio, le président d'Equity GPS avec nous autour de cette table. Bonsoir Gilles. Bonsoir. Parlons de l'or, des métaux précieux et des matières premières en général. Pour ouvrir cette émission, Gilles, si l'once d'or monte, et je crois que tout le monde commence à le voir, on est sur un gain de quasiment 50% depuis le début de l'année en dollars, bien sûr. Il y a un secteur ou un sous-secteur du marché qui monte encore plus, c'est celui des minières et des minières aurifères spécifiquement, Gilles. Oui, en effet, parce que pour des raisons assez simples, leur chiffre d'affaires à tonnage constant augmente. Quant à leurs coûts, ils sont relativement bien maîtrisés, notamment via l'aspect énergétique. Le plus gros coût, la plus grosse base de coûts des miniers, ce sont l'énergie. Le pétrole, le gasoil, éventuellement l'électricité, elle s'électrifie de plus en plus. Et également les explosifs, qui sont des dérivés produits chimiques largement du pétrole. Donc dans un contexte où le chiffre d'affaires monte sans que les coûts montent, parce que la production elle est très stable au niveau mondial. Elle est fixe, oui. Voilà, elle est fixe, donc vous n'avez pas vraiment de hausse de coûts de production, si ce n'est des inflations ici et là. Et puis où votre première masse de coûts est bien maîtrisée, les profits s'envolent et donc boursièrement ça se voit. D'accord, mais il y a un vrai effet de levier. C'est-à-dire, moi j'ai connu des périodes où l'or montait, et pour autant, le secteur des minières aurifères ne déclenchait pas de hausse particulièrement spectaculaire. En effet, pendant plusieurs années autour de 2010, si ma mémoire est bonne, on a eu une hausse de l'or avec une hausse du pétrole. Donc là, on avait le jeu des commodities qui montaient ensemble pour des raisons qui sont compréhensibles, et tirées largement par les marchés de produits, par les hedge funds, les marchés dérivés, etc., parce que quand même ce sont des actifs réels, anti-inflationnistes en règle générale, et voilà. Mais dans le domaine de l'or, l'offre de l'or est beaucoup moins l'augmenter que l'offre de pétrole. Et donc, dans des considérations comme aujourd'hui, où, contrairement, le pétrole est bon marché, ça favorisera, alors que l'époque que vous mentionniez, là, on avait une envolée du prix du baril, et donc les coûts des minières... pénaliser les bénéfices des absolument. minières. Donc, ça faisait plus que compenser la hausse des cours de prix de vente du minerai. Dans votre système de rating chez Equity GPS, qu'est-ce qu'on peut dire des notes associées, justement... Alors, c'est un petit segment de marché, il faut le préciser, avec des entreprises qui sont quand même de bonne taille, mais ce n'est pas un secteur qui représente une masse importante dans le marché. C'est une fraction d'1% de la capitalisation boursière mondiale. Très bien. Et ce qui illustre aussi le fait que relativement peu de flux peuvent faire bouger quand même des valeurs de façon très sensible. Alors, notre rating continue d'être bon. Il est un tout petit peu moins bon qu'il n'a pu être il y a un an et demi. Mais il reste très constructif sur les valeurs. La partie dynamique de leur perspective relative est toujours exceptionnelle. Donc, elle se distingue par rapport à l'ensemble des valeurs cotées dans le monde par le rythme de révision à la hausse de toutes leurs métriques économiques et financières. Et leur valorisation n'a pas vraiment beaucoup augmenté compte tenu du fait que les profits, les cash flows, les rendements du dividende, etc., ont progressé très fortement. Donc, si les cours ont progressé un peu plus fortement que cela, donc leur valorisation s'est un petit peu dégradée par rapport à ce qui était avant. Je comprends. Mais elle reste constructive et intéressante. Donc, sauf hypothèse de renversement de l'évolution du cours des métaux précieux, si ça reste à ces niveaux-là, les minières peuvent continuer d'en profiter d'un point de vue boursier, à notre avis. On a vu des performances, alors l'or est à plus 40 en dollars, mais certaines minières ont vu leur cours de bourse s'envoler de 60-70% depuis le 1er janvier. Oui, là on a un effet on a un effet de levier important sur votre marge brute. Vous avez des coûts stables à peu près et votre chiffre d'affaires qui monte. Donc là, c'est votre marge brute qui augmente sensiblement. Valérie. Ça peut aller dans l'autre sens, le jour où... Et on l'a déjà vu, mais en ce moment, c'est dans ce sens-là. Oui,
Les planètes sont alignées de ce point de vue-là. Valérie, comment vous comprenez le thème de l'or ? Et c'est vrai que c'est une discussion qu'on a eue en plateau encore ces derniers jours. Un des points qui était soulevé par une intervenante, d'ailleurs très positionnée sur ces minéraux aurifères, c'est que c'est plus simplement un actif de couverture. C'est un vrai thème d'investissement. Là. Bon, alors moi, je m'intéresse rarement aux causes. Des mouvements. Bon, pour moi, on a fait quand même le gros de la hausse sur l'or pour 2025. Pour 2025, hein, je précise. Je serais plutôt à recommander de prendre des bénéfices sur ce secteur-là. Ouais. Après, ça dépend de la vitesse à laquelle on veut faire bouger son portefeuille, sa pondération, etc. Mais en tout cas, certainement pas d'acheter. $4 000, c'est peut-être le moment où... Oui, c'est... Bon... C'est très tendu sur les semaines qui viennent et je pense qu'on doit avoir une meilleure opportunité début 2026 a priori. Bon, mais moi je regarde plutôt les choses en général d'un point de vue macro. Donc je trouve que la forte accélération, c'est vrai qu'elle a eu lieu après la Fed. Enfin, ça montait déjà auparavant, mais ça a bien accéléré après la Fed. Donc on pourrait le comprendre comme étant une couverture contre l'inflation. En même temps, on n'a pas vu grand-chose se passer sur les marchés de devises ni sur les marchés de taux, donc c'est un petit peu bizarre. Ce qui renforce mon côté méfiant. Ouais, je comprends. En septembre, l'or prend encore 10%. Alors que le dollar ne baisse quasiment plus, pour dire les choses. Il ne se passe rien. Le dollar, de date à date, on peut voir des mouvements, mais si on regarde vraiment, il ne se passe plus rien depuis le mois de, je sais pas... L'été, quoi, le début depuis de l'été. l'été, oui, un truc de ce goût-là. Donc voilà, donc je suis un petit peu plus méfiante sur le côté... Enfin, méfiante, je vous dis, pour les semaines qui viennent. Mais la thématique des métaux m'intéresse, et les métaux industriels, en fait... Personnellement, m'intéresse plus pour ce qui va suivre que l'or, que je mets un petit peu derrière en termes de déroulement de marché. Je trouve que ce qui se passe sur le cuivre est intéressant. Bien sûr que si on regarde le graphique simplement en prix, en barre quotidienne, on voit rien. Si on se met sur les cours de clôture mensuels, et pour moi, quand on parle... économie et qu'on veut comprendre les corrélations et ce que le cuivre reflète de l'activité économique, c'est plutôt sur le long terme qu'il faut le regarder, c'est pas sur les données quotidiennes. C'est pas l'intraday qui compte. Non, pas trop. Donc on a quand même un cuivre qui, depuis 2 ans, montait tranquillement, qui est en train d'accélérer, qui fait une clôture mensuelle au plus haut depuis de très nombreuses années. Donc c'est intéressant. Parce que ça se produit au moment aussi où la Chine fait la même chose. Donc... Alors c'est quoi l'idée d'une reprise cyclique? En fait, c'est l'aspect cyclique de ces métaux qui compte là. C'est-à-dire que le cuivre, c'est l'électricité, donc c'est l'intelligence artificielle, donc c'est aussi la Chine. Ouais. Bon, voilà. Et toute cette dynamique est très présente dans les marchés. Et en ce moment, alors on a partout des trucs qui franchissent des niveaux dans toutes ces familles. Il y a un truc très cohérent là, qui se met en place. Il y a un truc qui est très cohérent. Donc ça ne fait pas tellement faux signal, dans la mesure où quand on a des faux signaux, justement, on a des incohérences. D'où le problème sur l'or, qui, lui, n'est pas cohérent pour moi. Il est cohérent à long terme, mais il ne l'est plus à court terme. Voilà, donc je trouve que le côté... et puis l'aluminium aussi monte. Ouais, donc les vrais métaux industriels. Les vrais métaux industriels. Alors l'or a un usage pour la joaillerie, etc., dans certains pays, etc., mais ça reste... mineur par rapport à ces métaux-là. Ça reste mineur. Mais voilà. Et moi, je suis dans une thématique où les matières premières, dans les 2-3 ans qui viennent, doivent avoir un rôle majeur. Dans les portefeuilles. Enfin, sur le marché, quoi. Oui, dans les portefeuilles aussi. Enfin, économiquement, je suis pas optimiste. Je vois quand même des tensions géopolitiques partout. On va vers des guerres. Donc, faut fabriquer des armes, des canons, etc. Alors, c'est bien, mais... Donald Trump nous dit qu'il a résolu 7 ou 8 guerres, je ne sais plus, depuis son arrivée. Non, mais j'entends votre point. Donc, il y a un cycle quand même pour vous,
quand vous regardez sur du de moyen long réarmement. terme, ouais, c'est ça, qui doit apporter ce De compartiment des réarmement. matières premières. Ouais. D'accord avec cette idée, Régis, vous aimez bien le Ouais. compartiment matières premières, l'énergie, etc. Ouais. Alors moi, je m'intéresse plus justement aux causes, donc Ouais. c'est complémentaire. Et pour moi, il y a quand même trois classes d'actifs dans les matières premières qui sont bien différentes, qui sont l'or, qui est à mon avis à rapprocher plus du Bitcoin, qui est vraiment un actif strictement spéculatif, qui correspond à la défiance qu'on peut avoir sur le dollar. Et l'accélération de l'or, même si c'est pas dans la même proportion, a quand même correspondu beaucoup à la baisse du dollar. Et du coup, la baisse du dollar vis-à-vis des autres devises, mais en fait, il n'y a pas beaucoup d'appétit dans les autres devises non plus, pour les mêmes raisons, puisqu'on a globalement les mêmes problèmes. Et donc, ça fait effet de valeur refuge, et au même titre que le Bitcoin, qui est une manière de s'échapper de toute forme de devise. Quoi qu'in fine, le Bitcoin doive quand même être converti dans une certaine devise. Enfin, il commence à y avoir un certain nombre de transactions directement en Bitcoin. Mais voilà, donc pour moi, c'est quelque chose qui est vraiment de l'ordre strictement financier. Le pétrole, qui est un rapport offre, qui est aussi un actif, qui est un peu hybride, parce que c'est aussi un actif très spéculatif, très financier. Il y a beaucoup de flux financiers sur le pétrole qui ne correspondent en rien à l'équilibre offre-demande et à la réalité physique, plus à des anticipations géopolitiques, des anticipations de ce que va faire le PEP, s'il va ouvrir les vannes, pas ouvrir les vannes, etc. Mais bon, en réalité, il y a rarement pénurie réelle de pétrole. On a rarement été, alors sauf quand il y a des grèves de conducteurs de camions, mais à part ça, il est rare qu'on manque physiquement de pétrole. Il finit toujours par arriver d'une question de prix, ou d'une autre à un prix. Il y a une grande élasticité de la demande par rapport au prix. C'est pour ça que la baisse du pétrole est finalement le meilleur moyen d'anticiper la hausse du pétrole, et la hausse du pétrole le meilleur moyen d'anticiper la baisse, parce que il y a une certaine élasticité prix qui est souvent sous-estimée. Et là, la baisse du pétrole, elle correspond à une volonté de l'OPEP de rouvrir les vannes, peut-être pour contrer l'éventuel embargo que Trump réussirait à mettre en place sur la Russie. L'Iran, ça fait longtemps qu'il ne compte plus dans le marché du pétrole. Voilà, donc il y a ce pétrole-là, et puis les autres matières premières, alors, qui sont très, très diverses. Il y a vraiment beaucoup de causes. Après, il y a les matières premières agricoles sur lesquelles il y a des phénomènes climatiques qui interviennent. Spécifiquement sur le cuivre, je voudrais dire qu'il n'y a pas que les mines d'or qui ont beaucoup monté, il y a aussi les mines en général, Antofagasta, anglo-américaines, etc., qui ont monté sur un phénomène physique pour le coup un peu particulier. Il y a eu un gros accident industriel chez Freeport-McMoRan qui va amputer sa production de cuivre pendant de longs mois, voire plusieurs années. Il y a une enquête, il y a eu des morts, la mine est fermée. Donc là, pour le coup, il y a un risque de répercussion véritablement physique sur le cuivre au moment où effectivement la demande reste élevée dans le cadre de l'électrification de l'économie mondiale, enfin de l'énergie mondiale, et donc évidemment ceux qui ont des mines de cuivre en fonctionnement en profitent, et il y a eu une hausse du cuivre qui a été liée à ça, qui fait suite à une hausse effrénée du cuivre qui avait eu lieu au printemps 2023, qui, elle, était un peu plus liée à des phénomènes financiers, avec un short covering, quelqu'un qui n'arrivait pas à racheter sa position financière sur le cuivre, qui n'arrivait pas à se déboucler physiquement et qui était obligé de se déboucler financièrement. Là, on est plus dans quelque chose de physique, et peut-être quand même si c'est long, une contrainte sur la production. À notre échelle d'investisseurs, ça peut paraître long parce qu'on parle de plusieurs mois, plusieurs années, mais finalement qui est quand même un phénomène qui devrait se normaliser. Ça m'a inspiré un roman, d'ailleurs, ce sera le thème de mon prochain. Le prochain? Oui, le prochain roman, qui est fini d'ailleurs, mais qui quand il sortira, c'était plus... Donc on reste dans le thème des matières premières, de l'énergie, etc. Sur le cuivre spécifiquement. Excellent teasing, Régis. Juste un mot encore, parce qu'on parlait du pétrole rapidement, là. Total Énergie qui perd 5% en 2 jours après son Investor Day à New York. C'est tout le secteur, ou il y a un petit sujet spécifique Total? D'accord. Le phénomène, il y a la faiblesse quand même du baril depuis plusieurs jours, en partie liée, encore une fois,
intention de l'OPEP d'ouvrir un peu les vannes, en partie avec un vague espoir d'apaisement au Moyen-Orient, qui reste quand même une hypothèse qu'on peut tous souhaiter, mais enfin, qui reste un peu vague à ce moment-là. Mais c'est possible que ça joue aussi sur la faiblesse des prix du baril. Et puis il y a un peu de spécifique sur Total, quand même, qui, à l'inverse de ses précédents Capital Market Day, où il avait dit qu'il réinvestissait ses cash flows pour acheter ses actions, a diminué son programme de rachat d'actions dans le but d'avoir un levier financier plus faible, donc d'avoir moins de dettes, ce qui est une preuve de prudence de bonne gestion du management. Ça peut tout à fait être interprété comme une bonne bonne gestion, volonté de baisser son levier financier. Il n'y a absolument rien de mal à ça en tant que tel, mais c'est un signal de prudence de la part du management qui semble indiquer peut-être qu'il s'inquiète de la demande de pétrole pour les mois qui viennent, sachant que il lit pas dans j'ai connu beaucoup de grands spécialistes du pétrole qui sont beaucoup trompés sur le prix du baril, donc je pense que personne n'a de boule de cristal, mais en tout cas ça témoigne d'une inquiétude du management de Total sur les prix du pétrole et du gaz pour les trimestres à venir, et donc d'une volonté d'assainir son bilan, d'avoir un bilan un peu plus solide, donc pour se préparer à des jours difficiles. C'est simplement l'interprétation du management de Total, c'est leur droit le plus strict, mais c'est aussi assez logique que le marché, du coup, réagisse par une certaine forme de prudence et à une baisse des cours. Légitime, qu'on puisse imaginer qu'il y ait certaines difficultés devant nous à gérer pour des entreprises globales, mondiales. Le thème peut-être une accélération de l'électrification qu'ils voient, qu'ils perçoivent mieux que nous, et donc de la baisse de la demande. Bon. On reboucle avec le cuivre, l'électrification, etc. Le thème des matières premières en général, on est parti des minières aurifères, mais c'est un thème, quand vous regardez les entreprises de ce secteur-là, Gilles, c'est un thème sur lequel on peut être constructif. Une Total, ça fait 1 an qu'elle ne fait plus rien, pour dire les choses. Alors le secteur du pétrole, dans les 11 secteurs mondiaux, c'est un de ceux qui a le moins bon rating aujourd'hui. Mais donc... voilà, alors ça ne veut pas dire que ça puisse pas réagir favorablement à telle ou telle nouvelle, mais il faudrait un changement de nouvelle pour réapprécier la chose au global. Et non, clairement, enfin, les minières de plus générales sont moins bien notées chez nous que les métaux précieux. Alors il y a encore plus petit secteur que les aurifères, c'est les mines spécialisées dans l'argent, même si elles font tout un petit peu de tout en même temps. Mais l'argent métal se comporte très bien également. Voilà, donc on exploite aussi de l'argent, du plomb, de l'or, etc. Donc il y a des poids différents selon les sociétés. Mais il y a une histoire sur l'argent qui est un petit peu intermédiaire. Elle bénéficie un petit peu de l'effet refuge de l'or, même si elle n'est pas achetée par les banques centrales contrairement à l'or. Donc ça, c'est un gros phénomène pour l'or. Mais il y a un phénomène de substitution dans la joaillerie mondiale, donc qui est quand même à la fin un gros consommateur de métaux précieux. L'or montant, on achète à sa promise de plus en plus de bagues en argent, d'or. Et puis le deuxième élément, c'est l'aspect industriel. Le photovoltaïque et l'électrification il y a plus d'applications industrielles pour l'argent utilisent de l'argent, et ainsi que la photonique. Qui est un sous-secteur, mais vraiment promis un très grand avenir avec l'IA, mais également le quantum computing, mais même les centres de données d'aujourd'hui, parce qu'on les utilise de moins en moins en solitaire, mais en cluster, où il faut relier l'international des tas de centres différents, parfois à des centaines de mètres, des kilomètres de distance. Et là, la photonique est très utile, et la photonique est très consommatrice, là, de métaux précieux en général, y compris d'or. Bon, puisqu'on parle d'IA, Valérie, où est-ce qu'on en est de ce grand thème IA? Où est-ce qu'on en est du chemin de ces grandes valeurs qui ont pour l'instant capté, l'essentiel du thème IA, Nvidia étant évidemment l'emblème de ce thème autour des infrastructures d'intelligence artificielle. Est-ce qu'on est à un moment dangereux?
Est-ce qu'il y a un gros risque de repricing de ces valeurs-là, de leur valorisation, ou est-ce qu'on est encore dans quelque chose de porteur? Sur le mois d'octobre, je ne suis pas super à l'aise à court terme. Bon, mais si on fait exclusion des 2 prochaines semaines, en gros, ou 3 prochaines semaines, je ne suis pas sûre que ce soit terminé. Il y a plusieurs indicateurs de fin de hausse que je n'ai pas encore vus. D'abord, ça s'est développé très lentement parce que cette surperformance des valeurs tech, elle a été lente à revenir. Ouais. Pendant l'été, en fait, il ne s'est pas passé grand-chose. C'est arrivé seulement au mois de septembre. Donc... oui, j'entends des gens qui parlent de valorisation, qui disent c'est cher, etc. Mais en fait, c'est cher au vu des données d'aujourd'hui. La croissance est tellement rapide que c'est très facile que ça ne soit plus cher demain. Donc, c'est pas des choses qui m'intéressent du tout, et je trouve que c'est pas très intéressant à prendre en compte sur ce C'est pas le bon argumentaire. Okay. C'est des argumentaires qui changent vraiment très vite. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est que je vois qu'on a quand même des volatilités implicites qui ne baissent pas, que ce soit aux États-Unis ou en Europe. Enfin, tout étant relatif, mais on est quand même toujours autour de 14, disons, en volatilité implicite sur le S&P 500. Et une fin de hausse qui se fasse avec une volatilité à 14, c'est pas impossible. Mais la vol n'est pas assez basse pour qu'il y ait une exubérance généralisée. Ouais. Et en fait, ça vient pas. Ça vient pas. À chaque fois, on a une nouvelle inquiétude qui est ressurgie et on a l'impression que tout est en place. Et non, le marché repasse un cap, remonte avec une vol qui reste au même niveau. Donc les investisseurs sont couverts, sont conscients des risques et continuent malgré tout d'acheter et de payer le marché. Ouais, en fait, ils sont même de plus en plus couverts. Ah oui. A priori, oui. Donc c'est pas très cohérent avec la fin de baisse, la surperformance. La fin de hausse. Pardon, la fin de hausse. Oui, j'étais à la fin de baisse de la volatilité implicite. Ouais. La surperformance du Nasdaq ou même du SOX, parce que ça se concentre aussi beaucoup sur les semi-conducteurs quand même, elle a rien de considérable. Enfin, corrige du dollar, d'autant plus que quand on la corrige du dollar, ça c'est sûr. Ouais, je n'ai pas regardé corriger du dollar, mais enfin, on est à là ça s'est développé. Non, mais ça s'est développé. La dernière vague, elle s'est développée là depuis quelques semaines, et le dollar, il fait plus rien. Donc ça n'a rien changé, je crois, sur le dernier mouvement. Oui. Donc, en fait, il n'y a pas grand-chose qui dise tous les indicateurs classiques que je peux surveiller, qui me disent il y a un gros danger. Ne sont pas vraiment en place. Il y a des choses qui collent pas bien, mais qui sont plus au niveau vraiment macro, et c'est plus en Europe encore qu'aux États-Unis. Enfin, je sais pas, les spreads de taux européens sont quand même très 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 écrasés. Oui, bien sûr. Oui. Par exemple, donc ça peut être un petit peu embêtant. Enfin, il y a plus de complaisance pour vous peut-être dans certains aspects du marché européen que dans le marché américain. C'est vraiment compliqué parce que ce marché américain, il y a des tels déséquilibres en termes de pondération de valeur, etc. C'est dur de s'y retrouver et je trouve que c'est vraiment moi ce qui me gêne parce que je travaille sur des agrégats, sur valeur par valeur. On peut dire des choses, oui. Oui, mais ça n'a pas la même portée macroéconomique. Enfin, c'est pas pareil. Et il y a trop d'écart au sein des indices. Je suis obligée de prendre des pincettes, bien entendu, mais voilà. Donc pour le moment, je fais abstraction une fois encore de ce qui peut se passer là à court terme. Une clôture trimestrielle au plus haut. Voilà, c'est octobre peut être un peu plus. C'est le genre de choses où assez classiquement mouvementé, on a des prises de profit après, mais sinon, voilà. Régis, sur la vulnérabilité ou non de ce marché américain et de cette locomotive de l'intelligence artificielle. Voilà. C'est la question qu'on se pose. Est-ce qu'on est en 96 ? C'est-à-dire est-ce qu'on a encore 3-4 ans devant nous pour laisser gonfler les choses ? Ou est-ce qu'on est fin 99 à quelques mois d'un pic de marché qui
qui s'est suivi d'une grosse dégringolade. Une grosse correction. Allez, il y a quand même beaucoup de différences avec 2000. Non, la similitude, c'est que effectivement, il y a une nouvelle technologie dont on sent bien qu'elle va bouleverser les habitudes, elle va bouleverser l'organisation des entreprises, elle va bouleverser notre organisation personnelle. Maintenant, on a des valorisations qui sont très élevées, mais on a des business models. Et quelque chose qui est aussi semblable à un 2000, c'est quand on parlait en 2000 des valeurs Internet, en fait, on ne savait pas très bien ce que ça voulait dire. C'était quoi les valeurs Internet ? Et en fait, c'est un peu pareil aujourd'hui. Les valeurs IA, on ne sait pas très bien. Vous avez en amont, vous avez d'abord, le monde commence par les semi-conducteurs. En amont du tout, vous avez les semi-conducteurs. Ensuite, vous avez des gens qui développent un code pour faire de l'IA, ChatGPT et tous les autres, Perplexity, etc. Vous avez des gens qui développent des applications d'IA à partir de ces semi-conducteurs et d'un langage informatique. Et puis ensuite, vous avez les usages nouveaux qui vont être développés, qui vont être... pour certains, des business models qui sont détruits ou des emplois qui sont détruits puisque l'IA vous remplacera. Pour d'autres, des nouvelles applications. L'automobile va utiliser l'IA pour la conduite autonome. Tas d'applications technologiques. La santé va utiliser l'IA. La santé va bien entendu utiliser l'IA. Utilise bien entendu déjà l'IA dans plein de domaines d'ailleurs parce qu'elle utilise l'IA pour modéliser des molécules, pour modéliser des vaccins ou des anticorps monoclonaux, mais elle utilise l'IA aussi pour concevoir des études cliniques, pour sélectionner les patients, pour traiter la data des patients, etc. Donc, dans plein de domaines. Et puis, vous avez des domaines dans lesquels c'est contesté, c'est-à-dire il y a débat. Si vous prenez le domaine de la publicité, par exemple, il y a les agences de la publicité qui vous disent « Mais nous, l'IA, c'est un outil formidable de productivité, ça va raccourcir nos délais, ça va nous permettre de produire du contenu très facilement. Et nous, notre métier, c'est pas du tout de produire du contenu, c'est de gérer de la data. » Et puis d'autres qui vous disent « Mais non, les agences de pub ne servent plus à rien, puisque de toute façon, on peut faire des spots publicitaires avec de l'IA. » Et on peut déjà prendre ces paris. La question étant, justement, en termes de risk-reward, est-ce qu'il vaut mieux rester encore sur les gagnants de la première heure ? Est-ce qu'on est encore confortable avec les gagnants de la première heure, ou est-ce qu'il faut déjà avoir basculé ? Le problème, non, il faut basculer parce que les gagnants de la première heure, le problème, c'est qu'ils commencent à faire quelque chose d'un peu circulaire. J'en veux pour preuve l'investissement de Nvidia dans ChatGPT. Si vous voulez, il donne 100 milliards. Il investit 100 milliards dans ChatGPT qui va pouvoir racheter des puces Nvidia. On finance son client, quoi. On commence à devenir, à rentrer dans quelque chose de circulaire qui est assez malsain, c'est certain. Et puis, de la même manière qu'en 2000, vous avez aujourd'hui Mistral, vous avez DeepSeek, vous avez Perplexity, vous avez ChatGPT, vous avez Gemini. Probablement, il n'en restera qu'un. De la même manière qu'il n'est resté que Google, et puis il n'est resté qu'Amazon. Et puis tous les autres ont disparu. Je suis pas spécialiste. Plus ou moins. On nous vend quand même des IA un peu sur mesure, dédiés à des usages spécifiques, etc. Mais il y a une différence, chacun aura quelque chose son qui est IA. beaucoup plus simple qu'en 2000, c'est qu'aujourd'hui, vous n'avez pas en bourse des business models fondés sur rien, absurdes, fondés sur du vent, avec des gens... Oui, mais vous n'avez pas, comme vous aviez en 2000, des web agencies, des gens qui s'installaient dans des appartements de 200 mètres carrés en fumant le cigare et en valant 3 milliards d'euros. Ça n'existe pas aujourd'hui dans l'IA. Pas encore, du moins. Donc, c'est quand même plus sain. Il fume plus le cigare. Et en plus, exactement, on ne fume plus le cigare, c'est complètement démodé. Dans ce monde-là, en tout cas, sans doute. Qu'est-ce que ça donne, l'IA, en termes de notation chez vous, là, pour ces grosses valeurs ? C'est l'occasion de faire un petit point. Je rejoins ce que je disais, Régis, sur la caractérisation de l'IA. Elle est compliquée, en fait, valeur par valeur. Et après, on a toutes les strates, très amont, aval B2B, aval B2B2C, l'IA agentique B2B ou B2C. Voilà, donc ça c'est... Mais on intuite quand même que le potentiel est phénoménal en termes et de gains de productivité et de création de nouveaux services. Sans doute, cela conduit
conduira-t-il à une poursuite de la séparation dans tous les domaines entre le luxe au sens étymologique du terme, c'est-à-dire les services plus, Ouais. Le premium. le super premium, et des services très bons, mais très peu chers, pour ceux qui savent utiliser eux-mêmes leur PC et remplir leur feuille d'impôt via leur PC sans avoir à passer par un premium qui leur explique comment tout ça se fait. Et là, c'est quand même assez... Ça peut être ébouriffant comme sujet. Alors oui, avec des pertes d'emploi, mais oui également avec des gains d'emploi. Également, le sujet des pertes d'emploi exclusives, il y a quand même une constante dans l'histoire de l'humanité, c'est de faire en sorte que on remplisse sa journée en termes de consommation de services et de biens. Après, bien sûr, il faut trouver tout ça, mais moi, je suis assez optimiste y compris sur les sujets sociaux. Alors, au niveau global mondial, Même s'il devait y avoir une correction de Voilà. ces grandes valeurs, Oui. les gagnants de la première heure, comme je les appelle, ça ne remettrait pas en cause pour vous cette thématique profonde il y a- qui se diffuse. Absolument, mais il y a quand même cette diffusion qui est un phénomène important. Les gagnants de la première, les gagnants actuels au sens large, oui, c'est pas leur valorisation qu'il faut regarder. Valérie a raison, mais par contre, toute inflexion dans le rythme d'évolution de la croissance, là, lui, est à regarder. Oui. Et donc là, ça veut dire, et c'est plus ça qu'il faut regarder que la valorisation elle-même, sachant que les développements des centres de calcul, ça peut bunyer. Fort d'investissements qui, à un moment, peuvent aussi altérer les cash flows de ces entreprises. Bien sûr. Je veux Et dire, puis ça peut il génère buter- beaucoup de cash flow aujourd'hui, mais ça peut aussi se réduire. Ça peut buter sur des contraintes physiques, physiologiques, de fournisseurs, d'organisation, de marchés finaux, et puis aussi sur des sujets également supposément comptables, parce que les 100 milliards, moi, j'ai pas pu lire quoi que ce soit Non, en on termes n'a de papier aucun détail. précis. Non, mais on ne sait pas à quoi ça sert. C'est potentiellement 10 fois 10, Oui. mais même la première tranche de 10, quelles conséquences ça aura spécifiquement sur les BPA, etc., le nombre de titres, etc. Non. Là, on est quand même C'est un dans chiffre. un domaine... On a mis un chiffre sur un deal. Ça s'auto-entretient. Absolument, ça auto-entretient un move, mais attention. Entretenu pendant longtemps aussi, Voilà. donc parfois ça peut durer très très longtemps et avoir son efficacité. Mais... Gilles, gardez la parole, petit tour de table. Là, où est-ce qu'on est confortable là, quels sont les vents porteurs sur les marchés Alors, dans la tech, globaux? Oui, alors dans la tech, pour nous, il y a dans le domaine des pics et des pioches. Ouais. Dans le domaine de l'informatisation, la poursuite de l'informatisation du monde, parce que l'IA n'en est Un prolongement. qu'un prolongement. Il y a deux valeurs aux États-Unis au Nasdaq qui nous paraissent encore très très peu chères et très très attractives. C'est Coherent et Micron. D'accord. Coherent, c'est une boîte qui est très active dans le domaine de l'optique et de la photonique. Ouais, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Et amené à des développements phénoménaux, y compris dans les technologies actuelles. Et la deuxième, et pour Micron, c'est tout simplement des mémoires vives. Et là, la demande est exponentielle également en la matière. C'est un secteur, certes, qui est cyclique, mais... Le marché n'a pas encore bien valorisé tout ça. La demande à la fois centralisée dans les centres de data d'IA, mais également décentralisée dans tous nos appareils portables, ceux qu'on porte sur soi ou ceux qu'on observe à la maison et qu'on regarde à la maison. Et là, c'est des boîtes qui sont encore à 8 ou 9 sur 10 et qui sont encore et qui ont un boulevard devant elles aujourd'hui. Ouais. Valérie, où est-ce que vous voyez des tendances bien installées dont on peut encore profiter? Vous évoquiez tout à l'heure la Chine. C'est vrai que les actions chinoises, là, ça semble se regarder à nouveau. En tout cas, on entend moins que la Chine est ininvestissable depuis que le marché a rebondi. Oui, alors en termes de surperformance, c'est pas encore gagné. On a eu de la surperformance court terme, mais il faut le transformer.
Et il faudrait quand même qu'il y ait une accélération baissière du dollar, parce que sinon, ça ne sera pas si simple que ça. En général, c'est comme ça que ça se déroule. Je regardais à nouveau, parce qu'il y a beaucoup d'échos avec, pour moi, avec ce qui s'est passé en fin 2016. Mais fin 2016, début 2017, après, on a quand même eu une baisse du dollar. Qui a aidé au démarrage. Mais il y a pas mal de déterminants qui sont bien sur la Chine. Donc moi, je surveille aussi toutes les valeurs du secteur des produits de base. Enfin, il y en a qui sont plus intéressantes que d'autres, mais il y en a quand même pas mal. Je trouve que ce qui est un peu étonnant dans les small caps française, dans ce qui est biotech, pharma. Oui, alors, Abivax, bon, je ne suis pas sûre qu'on puisse encore en parler, mais... Nanobiotics, aujourd'hui, on n'a pas mentionné, Pauline n'a pas mentionné. Donc, Valneva, c'est en train de s'améliorer. Donc, derrière la fusée Abivax, il y a peut-être d'autres fusées qui s'appelle Medincell, qui, elle aussi, a quand même bonne allure. Et donc, comme c'est peut-être toute la biotech qu'on redécouvre. Ils conseillent. Ils ne développent pas des médicaments pour eux, c'est que dans l'ensemble de l'univers, il peut peut-être se passer des choses. Voilà. Moi, et puis il y a toujours des gros secteurs de l'industrie qui me plaisent bien. Enfin, et on doit avoir des choses encore à faire effectivement en tech européenne, en accompagnement de ce qui se passe actuellement sur la tech. ASML est redevenue la première capi boursière européenne, je crois, au cours de ce mois de septembre. Ouais. C'est un petite anecdote comme ça au passage. Régis, juste un petit mot de la santé, parce que demain entrent en vigueur les nouveaux tarifs douaniers sur les importations de médicaments aux États-Unis. Ça n'a pas eu l'air de faire beaucoup de vagues jusqu'à présent. Alors, il faut comprendre qu'il y a deux sujets il y a trois sujets aux États-Unis. Le premier, c'est le délire de RFK sur donc le ministre de la Santé, sur les vaccins, etc. Une espèce de truc très fantasmagorique. Bon. Il a mis beaucoup d'eau dans son vin aussi depuis. Il a essayé de virer des gens dans l'administration, tout ça. Il y a eu quand même des départs en cascade à la FDA, etc. Mais finalement, la FDA semble fonctionner à peu près correctement. Et voilà, le délire semble... Enfin, je ne pense pas que ce soit quelqu'un qui soit susceptible d'arrêter son délire. Mais en tout cas, ça fait moins de bruit. Ensuite, ça sent contenu, quoi. D'accord, le délire est contenu. Le délire est contenu. Ensuite, vous avez la problématique des tarifs douaniers, qui est une problématique très, 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 très marginale pour ce qui concerne la plupart des pharmas, dans la mesure où la plupart des pharmas, des grandes pharmas européennes, ont déjà de très grandes capacités et produisent la très, 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 très grande majorité des produits vendus aux États-Unis sur le sol américain, à l'exception de quelques produits spécifiques qui sont fabriqués en Chine, etc. Mais c'est très marginal et c'est tellement indispensable que de toute façon, ça n'a aucune espèce d'importance, ça n'aura aucune espèce d'impact. Et dans le 100% de tarifs douaniers qui a été annoncé, il n'y a pas les génériques. Il faut signaler qu'il n'y a pas les génériques, qui sont petits aux États-Unis. Les génériques, c'est pas un énorme marché, mais surtout que si les entreprises, si chaque entreprise a déclaré son intention de créer des capacités de production aux États-Unis et que ce soit un peu plus qu'une intention, c'est-à-dire que les contrats aient été signés, les travaux aient démarré, ils sont exemptés. C'est-à-dire tout le monde. D'accord. Voilà. Donc, ça, c'est un problème réglé. Ensuite, nous avons un troisième sujet qui est, lui, le plus délicat et le plus complexe. C'est ce qu'on appelle MFN, la Most Favored Nation, où chaque entreprise est supposée vendre pour Medicaid et peut-être pour Medicare au prix le plus bas vendu dans le monde. On ne sait pas ce que c'est que ce prix le plus bas, parce que ce prix le plus bas, il y a d'abord un certain nombre de pays pauvres qui peuvent être exclus de cette liste. Ensuite, on ne sait pas si ce prix le plus bas, il est GDP adjusted du pays dans lequel on vend, ce qui changerait quand même pas mal les choses. Et enfin, pour beaucoup de produits, dans la catégorie Medicaid, ils sont déjà au prix les plus bas, parce qu'évidemment, il y a des écarts énormes de prix entre les produits vendus aux États-Unis et les produits vendus en Europe, mais pas dans Medicaid, où il y a déjà une négociation qui est faite, où on a déjà un énorme décote par rapport au marché privé. Donc, mais ça reste le sujet le plus flou.
et le plus sensible et le plus explosif pour le secteur. Les tarifs, c'est très anecdotique. Bon, beaucoup d'affichage, mais pour le coup, assez Voilà, peu d'impact derrière ces mesures qui entrent en vigueur. Pas toujours, mais en tout cas, là, pour ce secteur-là, c'est sans doute le cas. Merci à vous trois. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Valérie Gastaldi, Day by Day, Régis Béguet, Zadig Asset Management et Gilles Bazissière, Equity GPS.